Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux encore une fois pour présenter l'Institut français de construction Lean et un nouveau webinaire très intéressant également. Donc, je m'appelle Zuber Lafage, je suis professeur des universités à Centrale Lille et je suis le président fondateur de l'Institut français de la construction Lean. La pédagogie, c'est l'art de répéter les choses. L'Institut français de la construction Lean est une association à but non lucratif. Elle est une association où toutes les personnes peuvent adhérer s'ils partagent nos valeurs. Cette association a été créée en mai 2021 par des membres bénévoles et passionnés par l'approche Lean pour la transformation de l'environnement bâti en France. Faire passer la construction Lean et l'adoption pure et simple à celui de la mise en œuvre systématique et courante dans le secteur français, mais également on a une vision francophone. Ça veut dire soit la francophonie en Afrique, en Belgique, en Amérique, mais également en Asie, parce qu'on a plusieurs francophones. C'est un élément très important pour nous. Quelles sont les valeurs de l'association? Les valeurs sont le partage, cultiver l'esprit d'entreprise et de l'innovation, s'engager, l'engagement, c'est une notion extrêmement importante pour nous, pour la réduction du gaspillage et la collaboration, et offrir l'excellence et l'amélioration continue avec l'esprit Lean et la philosophie Lean, c'est l'amélioration continue également. Quelles sont les raisons pour nous rejoindre et adhérer à notre association? C'est participer à une communauté d'acteurs, être ensemble, on peut aller plus loin, être tout seul, c'est aller très vite. Donc l'idéal, c'est d'être dans un groupe, c'est d'être dans une équipe. Augmentez vos connaissances et vos pratiques. Chacun il a des connaissances, mais avec les connaissances, on peut passer à la phase savoir et à la phase également compétences. Favoriser les échanges et l'expérience. Voilà, les best practice, comme on dit en anglais. Contribuer à l'amélioration de la construction Lean. C'est vraiment un travail continu. Rappeler c'est quoi la construction Lean, c'est vraiment l'art de la pédagogie de rappeler les choses. Parce qu'on a tendance toujours à oublier, et donc ce rappel-là, en groupe, est encore meilleur. Partager une culture Lean avec plus de collègues. Beaucoup de monde ne sait pas ce que c'est le Lean. Beaucoup de monde confond le Lean Management et le Lean Construction, qui est vraiment autre chose, en fait. Proposer des stratégies incluant le Lean à des parties prenantes. On veut être vraiment proactif. Les parties prenantes de la construction en France, c'est-à-dire l'architecture, maître d'ouvrage, maître d'œuvre, l'assurance, les décideurs, le public, le privé, l'enseignement, la recherche, il faut vraiment décimer cette culture de la construction Lean, si on veut vraiment la réussir. Devenir un influenceur Lean dans la construction, vraiment c'est un élément important. Permettre à la construction Lean d'être comprise par les plus grands nombres, on a une obligation, on a le devoir d'expliquer, d'informer, de communiquer, et entre la communication et l'information, ce sont deux choses différentes. Et ça, c'est vraiment un élément, c'est-à-dire, il n'y a pas que des consultants dans l'association. Il y a également les entreprises de construction, il y a également des startups, il y a également des étudiants, il y a également des doctorants, il y a également des professeurs, il y a également des instituts de recherche, publics et privés. Cet élément-là, il est très important. Vraiment, il est très important. Diffusez vos savoirs en langue française. La langue, elle est importante pour la compréhension. Déjà, plusieurs partenaires, qui souhaitent être sponsors. On a plusieurs types de sponsoring et d'appui, platinium, or, argent et bronze. Aflia et Lyon Gross en bronze, argent, Spi Batignolles, or, Ocorus, platinium, Timothy. Et vraiment, on les remercie infiniment pour leur soutien. Ceux qui nous soutiennent dès le départ, ce sont des investisseurs visionnaires qu'on n'oubliera jamais. Vendredi le prochain, donc on a un cycle de webinaires. Vendredi 2 décembre 2022, de 13h à 14h, il y aura un autre webinaire. L'intitulé de ces webinaires, c'est Lean et logistique, vers des nouvelles pratiques. Ce webinaire va être prodigué par un binôme, Thibault Lantier, directeur de l'Innov, et Jérôme Rouge, Smart Construction Logistique.
Donc, enregistrez-vous dès maintenant pour ces webinaires. Je voulais vous informer également que tous les webinaires que nous faisons, ils sont déjà sur notre chaîne YouTube qui est Institut français de la construction en ligne. C'est-à-dire que vous pouvez voir, revoir ces webinaires et vous pouvez nous contacter et échanger également avec nous. Comment nous contacter? Donc d'abord, on a un site internet, https construction en ligne Institut France, et on a, donc c'est qu'est l'Institut français de la construction en ligne, et on a un groupe également, Institut français de la construction en ligne sur LinkedIn. Qui constitue le bureau de l'Institut? Le président, c'est votre serviteur, Zuber Lafage. Vous pouvez me contacter directement avec ce courriel. On a une trésorière, Dr Béatrice Rouzet. Et vous pouvez la contacter également sur son courriel. Et vous avez Madame Dominique Renard-Brazzi, qui est notre secrétaire du bureau. 3 personnes constituant le bureau qui vraiment travaillent en collaboration étroite, dynamique, avec un engagement assez important pour mener à bien cette association de l'Institut français de construction en ligne. Revenons à aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons un webinaire intitulé « La construction en ligne et la maîtrise d'ouvrage ». C'est lui qui va nous donner ce webinaire, c'est M. Antoine Boss, qui a une expérience assez intéressante dans le domaine de la construction, dans la promotion immobilière, dans la qualité, dans également les lignes, dans l'enseignement. Et aujourd'hui, il est directeur associé chez Refine France. Je vais être le modérateur pour poser les questions que vous pouvez mettre sur le Zoom. Et on va avoir également un témoignage aujourd'hui, grâce à M. Antoine Boss, d'un maître d'ouvrage également pour que l'échange soit dynamique, intéressant, et on est dans une sorte de dialogue et de débat. Pas uniquement de débat, mais également de dialogue. Merci beaucoup et je donne la parole à Antoine Boss pour démarrer son partage et démarrer son webinaire. Merci encore Antoine et Stéphane pour votre présence et participation aujourd'hui à ces webinaires en français. Merci. C'est vraiment le bienvenu, je fais ça avec plaisir. Alors, comme Zuber l'a si bien dit, on est 3 aujourd'hui. Je ferai la présentation et j'ai un guest star, Stéphane Bourdier. Et je ne sais pas, alors, Zuber, le professeur Lafage vous a dit, n'hésitez pas à poser vos questions. Donc, mettez dans la discussion toutes les questions que vous avez. On aura peut-être un peu de temps après ma présentation pour répondre à certaines questions que vous avez. C'est moi qui va gérer les questions, Antoine. Tu peux démarrer Okay. sans aucun problème. C'est moi qui gère les questions. Alors, on a aujourd'hui ce que j'ai appelé un guest star. Je suis sûr que ils se sont un peu mal à l'aise quand on l'appelle comme ça. C'est un bon ami, Stéphane Bourdier, qui a 25 ans de carrière dans la maîtrise d'œuvre, la maîtrise d'ouvrage, dans les études comme dans la réalisation et dans toute forme d'immobilier. Et je l'ai demandé d'intervenir parce qu'on va avoir une présentation en 4 parties. La première partie vous concerne, c'est-à-dire quels sont les enjeux et les défis que vous avez aujourd'hui d'une manière structurelle et plus spécifiquement sur la période dans laquelle on est aujourd'hui qui est quand même une année après le Covid, dans un climat économique qui a ses défis, disons-le comme ça. Ça, c'est la première partie. Ensuite, ce que je vais vous présenter, c'est un élément clé de la construction ligne, c'est le système de gestion de la production de nos projets. Parce que quand on parle de construction ligne, on parle bien de projet. Je vais vous le présenter. Je vais surtout vous présenter la philosophie qui se trouve derrière, pour ensuite vous montrer 3 exemples de projets qui ont été faits avec les méthodes de la construction ligne.
Et je vous montrerai aussi quels sont les résultats qu'on a obtenus en utilisant une autre manière de travailler. Parce qu'il faut bien se réaliser que la construction en ligne, c'est un changement de paradigme. Et finalement, en dessert, si je puis le dire ainsi, j'aurai 2 slides, un sur les 7 malentendus, entre guillemets, sur la construction en ligne, et la dernière est la diapositive qui fait le sommaire de ce que je vous aurai raconté pendant cette demi-heure. Alors, les défis de la maîtrise d'ouvrage et la construction en ligne. Alors là, je vais demander de l'aide à mon ami Zuber. Est-ce que tu peux faire en sorte que l'on voit Stéphane là? Parce que j'aimerais bien lui poser 2 questions. Alors. D'accord. Tu peux enchaîner, hein, je le ramènerai. OK. Alors, j'ai 2 questions pour Stéphane. On a bien évidemment un métier qui est passionnant, c'est pour ça que l'on le fait tous les jours. Alors, la première question, c'est une question générale. Quels sont les grands enjeux ou les grands défis que tu as rencontrés dans tes 25 ans de carrière, et quels sont les éléments qui font que les projets parfois sont plus simples qu'à d'autres moments? Et la deuxième question, elle est, comme je le disais en introduction, on sort d'une période de Covid, on est dans une période assez instable. Quels sont les défis ou les préoccupations qu'il y a aujourd'hui? Alors, merci beaucoup Stéphane d'être là. J'espère que tout le monde peut t'entendre. Est-ce que tu peux me répondre à la première question et, si possible, avec des exemples, parce qu'on essaye bien évidemment d'être le plus proche du terrain possible. Ah, excuse-moi, comme j'avais un problème de communication, peux-tu répéter la question, s'il te plaît? Alors, la première question, c'est quels sont les défis principaux que dans tes 25 années de carrière que tu rencontres, et qu'est-ce qui fait que d'un côté, notre métier est tellement passionnant et de l'autre côté, qu'elle est quand même parfois compliquée, ou complexe plutôt? Alors, tu emploies le bon mot déjà. Le bon mot, c'est complexité. On a un métier passionnant et complexe, donc ça, c'est les 2 premiers points. Passionnant, pourquoi? Parce que chaque projet est différent et chaque projet donc, nous lance dans l'inconnu. Donc, on a besoin de réinventer à chaque fois beaucoup de choses pour pouvoir avancer. La deuxième, c'est un métier complexe par le nombre d'intervenants qu'il y a sur un projet, par le déroulement d'un projet, par la technicité qu'on a dans un projet. Donc, ce qui est très intéressant, que je trouve, moi, c'est le côté inconnu. Voilà, ce côté où lorsque l'on démarre, on démarre avec des partenaires que l'on ne connaît pas, donc il faut former une équipe. Une fois qu'on a formé cette équipe, on part sur un sujet de projet qui peut être du bureau, du logement ou ce que l'on veut en étant dans la définition. La difficulté, c'est que chaque intervenant amène ses problématiques, amène des solutions, et il faut arriver à composer avec tout le monde. D'où la complexité du sujet. OK. Et est-ce qu'il y a eu des changements dans parce qu'on est quand même dans des temps qui sont très… bon, on ne peut pas dire que l'on s'ennuie en ce moment, disons-le pudiquement. Est-ce qu'il y a des sujets qui ressurgissent aujourd'hui qui en rajoutent à cette complexité que tu as déjà vécue ces 25 dernières années? Alors, la première des choses, je vais le dire simplement, je pense qu'on ne sait pas trop où l'on va, je pense qu'on est dans un brouillard total. Alors, un brouillard total aussi bien au niveau de l'économie, économiquement au niveau mondial, on ne sait pas trop où on va. On nous parle de problèmes d'énergie, on nous parle de problèmes d'approvisionnement,
Et nous devons continuer à nous engager en tant que promoteurs sur des dates, des délais et des qualités de construction. Donc, c'est les deux éléments, on va parler donc l'énergie, et je vais parler de l'Ukraine, qui ont impacté fortement, par exemple, en 2022, par exemple, des approvisionnements de matériaux, des châssis, par exemple, des fenêtres. Ça vous arrête complètement une opération si vous n'avez plus de fenêtres. Vous n'avez plus votre hors d'air, voire votre hors d'eau. Vous avez d'autres sujets pour les prix. Un truc simple, une réflexion qu'on essaye de mener chez nous. Le carrelage aujourd'hui, il faut de l'énergie pour cuire les carrelages. Donc, le prix augmente, mais de façon drastique. Donc, la question, c'est est-ce qu'on va continuer avec ce produit-là? Voilà, donc c'est ces influences-là. Et l'élément aussi, un autre facteur, c'est le facteur de… alors là, c'est plus lié à la production. On a un manque de production de matériaux de base. Je vais vous prendre un exemple bête. L'étanchéité qui est faite à base de goudron, on se dit c'est un élément qui se déroule sur, on va dire, sur une terrasse plate en béton. À l'intérieur, il y a un tissé dedans, ou un tissé, justement, on va dire un grillage comme en fibre. Ce grillage en fibre est fabriqué en Chine. Et aujourd'hui, il y a eu des problèmes d'approvisionnement parce que les ports Shanghai ont été bloqués. Donc, on n'a plus l'approvisionnement matière première de ce grillage. Et ça empêche de la fabrication tout bêtement d'étanchéité. Donc, les étancheurs ne sont pas livrés. Donc, votre chantier n'avance pas. Vous n'êtes toujours pas hors d'eau. Et donc, vous êtes en retard. Voilà. C'est les influences qu'on rencontre aujourd'hui avec des variations de prix. Et après, je peux aller plus loin sur carrément des entreprises qui font des ruptures de contrat avec nous, maîtres d'ouvrage, parce qu'ils ne peuvent plus assurer les opérations. Monsieur Bordier, j'ai une question en fait qui m'est posée. Je suis d'accord avec vous sur la partie complexité, l'invisibilité de l'avenir proche et lointain. Il y a plusieurs méthodes en fait scientifiques qui sont déjà utilisées en termes de formation, soit au niveau des ingénieurs, soit au niveau des doctorants, sur cette notion de complexité, cette notion d'invisibilité, pour pouvoir former les ingénieurs à demain en fait. Donc ces méthodes-là nous viennent du spatial, nous viennent de l'aéronautique, que depuis des années, donc il y a une sorte de transformation de ces connaissances, de ce savoir et de ces compétences dans ce domaine-là. Donc, sur cette partie-là où je vous rejoins à 100%, on peut encore travailler ensemble. Bien sûr. Faisons cette partie-là. La question qui m'a été posée là, d'accord qu'il y a beaucoup de problèmes actuellement, mais pourquoi le secteur de la construction, il est impacté plus que les autres? Les grutiers disent la même chose, l'aéronautique dit la même chose, la partie agroalimentaire dit la même chose. En quoi il y a une spécificité de l'industrie de la construction dans notre secteur, dans votre secteur avec votre expérience, il y a quelque chose qui est plus impactante que les autres industries en fait? Je vais rebondir sur votre question pour y répondre. Je vais rebondir sur le fait des intervenants. Il y a un nombre d'intervenants juste énorme, je vais le dire comme ça, qui impactent la chaîne complète du mode de construction des études. Dans un exemple bête, je vais vous prendre une prise électrique. Une prise électrique, c'est un truc qui est tout bête, hein. Sauf qu'il faut avoir du plastique pour fabriquer les pièces. Et donc, le fabricant de prises électriques dépend d'un autre industriel. Lui, en tant qu'industriel, il arrive à gérer à peu près son approvisionnement, mais son stock diminue. Et dans le bâtiment, on a une notion il y a deux choses dans cette notion-là. La première, c'est celle où on ne sait pas dire non dans le monde de la promotion immobilière ou dans le bâtiment. On dit toujours oui à tout, puis après on verra. Ça, c'est une mauvaise préparation que je considère. La deuxième, c'est les projets, un projet en immobilier, en promotion immobilière, étant, je dirais, quasi permanence en mouvement et en modification. Que ça soit du départ d'un permis de construire, on a des intervenants tels que les élus, on a des institutions françaises qui nous imposent certaines choses, des réglementations qui varient et qui ne sont pas encore affinées. La deuxième, c'est quand on passe sur un dossier de consultation d'entreprise,
On a les architectes qui essayent de modifier pour amener leur idée, donc ça impacte aussi. La troisième, pour moi, c'est qu'on passe au niveau du marché. L'entreprise arrive avec son savoir-faire. Et donc, le bâtiment ou l'objet, s'il a été étudié d'une certaine façon, n'est pas adapté aux entreprises. Et dans le linéaire de tout ça, on a le même processus dans la construction. Donc, où je veux en venir dans toute cette chaîne d'intervenants, là, je vous parle juste de ceux qui sont des intervenants directs, mais on a tous les intervenants indirects. Et ces intervenants indirects, c'est fabricants de peinture, c'est un problème sur un ascenseur. Ascenseur, à un moment donné, ils avaient un problème avec des cartes informatiques. Ils n'arrivaient pas à nous livrer les ascenseurs. Donc, tout ça, je pense, peut être anticipé, peut être géré, et c'est un problème de dialogue. Donc, on en revient au Lean, où si on anticipe les choses et on les programme, on arrive à gérer ces difficultés. Très bien. J'espère que j'ai répondu à la question. Ah non, mais complètement, parce qu'il y a plusieurs travaux de recherche sur la notion de complexité, sur la notion de le lien avec le Lean et quels sont les indicateurs de complexité. Et vous avez ciblé les premiers, qui est le nombre d'intervenants. Il y en a d'autres après, sur Bien sûr. la notion de budget, et puis plusieurs autres paramètres. Donc voilà. Merci pour cette intervention très pointue. Et on redonne la parole à Antoine, parce que tout le monde a temps pour… C'est gentil. Alors, merci beaucoup pour l'intervention et aussi pour la question, Zuber, parce que je pense en effet que la complexité est un élément structurel des projets immobiliers, et c'est là aussi où la construction en ligne peut apporter des effets assez phénoménaux. Alors, en dehors des points que vous avez mentionnés et qui sont tout à fait justes, on a parlé des chantiers qui sont plus longs et plus chers. Il y a bien évidemment aussi la réglementation qui change. Et bon, personnellement, je considère bien évidemment en tant que citoyen que c'est une bonne chose, mais ça complique quand même notre travail. Et il y a un souci que dans la situation économique aujourd'hui, les taux qui grimpent et qui dépassent 2% depuis 7 ans, et c'est de novembre 2022. Et ça a ses conséquences et là j'ai pris l'indicateur pour le nombre de logements et les chiffres qui sont donnés par la Fédération de promoteurs immobiliers. Ça a comme conséquence assez drastique que le nombre de vente de logements neufs a diminué de 24% en 2022, donc cette année-ci. Et là, j'ai pris l'exemple de logements. Je peux vous faire le même discours sur l'immobilier d'entreprise. Quand on regarde les bureaux, les entreprises ne sont pas enclins à investir en ce moment dans les temps incertains. Et en plus, même s'ils sont enclins à investir, qu'est-ce qu'on va construire, puisque la manière dont on travaille est en train de complètement changer. Alors, la question qui se pose ensuite, c'est que faire? Alors, on revient 2 secondes sur la situation actuelle. Dans la situation actuelle, pendant des années, peut-être que dans quelques années, on va dire c'était les bons vieux temps. Il y avait une demande qui est beaucoup plus forte que l'offre. Il y a en 2008 déjà, le ministère du Logement sort une étude qui montre qu'il faut construire 400 000 logements par an, tous les ans. On n'a jamais atteint cet objectif-là, et vous avez bien vu avec le slide d'avant que ce n'est pas en train de s'améliorer. Deuxième point, qui pour les maîtres d'ouvrage, je pense, est essentiel, c'est que tous ces changements-là, pour le dire d'une manière un peu crue, on n'a rien demandé. C'est des changements qui sont tous exogènes au métier de la maîtrise d'ouvrage. Alors, qu'est-ce que l'on voudrait? Alors, on voudrait une situation où on puisse construire moins cher. On aimerait que les contraintes ne nous pénalisent pas. On aimerait avoir une meilleure qualité. On aimerait que ça aille plus vite. Et on aimerait aussi qu'on ait des acteurs fiables et honnêtes et qui reviendront rapidement. Parce que
Un autre point qui n'a pas été mis en avant, mais que tout le monde connaît aussi, c'est que dans le bâtiment, il doit y avoir 60 000 postes d'ouverts, quelque chose dans ce genre-là. Peut-être que toi, tu connais mieux le chiffre super que moi, mais des dizaines de milliers de manques de personnel. Alors, quand j'ai fait cette diapositive, je me suis dit, en regardant le carré qui est à votre droite, ça ressemble quand même un peu à une liste au Père Noël. Peut-être que vous allez vous dire ça aussi. Bien évidemment, tout le monde veut ça. Alors, ce n'est pas une liste au Père Noël et ce n'est pas quelque chose qui est inatteignable. Ça fait 20 ans que la construction en ligne existe et même si l'IFCL date de mai de cette année et donc est relativement jeune, vous avez déjà des confrères qui vous accompagnent dans la construction en ligne. Il y a des milliers de projets qui ont été construits comme ça et l'IFCL, pour donner une idée aussi, c'est l'Institut français de la construction en ligne, mais on a aussi le GLCI, bien évidemment c'est à l'envers, qui sont les Allemands. Il y a un IFCL aux États-Unis, au Canada, en Irlande et même en Inde. Donc, cette liste qui paraît une liste de bonne volonté, en fait, la construction en ligne va vous aider avec ça. Et je vais vous expliquer comment elle peut vous aider et ensuite je vais vous montrer où ça a aidé. Alors, on va se focaliser sur les projets parce que l'enjeu est au niveau des projets et donc de ces détails et elle n'est pas non plus au niveau, avec tout le respect que j'ai pour cette catégorie de professionnels, des fonctions support. Vous imaginez bien que si on est capable de faire une marge de 15 ou de 20% plutôt que de 8 sur un projet, que c'est là que se trouve l'enjeu. Ce qui est important aussi pour savoir pour les projets, et je pense que Stéphane l'a très très bien expliqué, c'est que c'est un processus social. On rencontre à chaque fois des nouvelles entreprises, des nouveaux bureaux d'études, des nouveaux collaborateurs, des nouveaux élus. Donc, à chaque fois, c'est un processus unique avec des gens qui ont leur propre agenda, qui ont leur propre caractère, qui ont leurs propres contraintes. Et il faut savoir manier ça de la manière la plus fluide possible. Ensuite, il y a une énorme variance. Déjà, que chaque projet est un prototype, c'est un peu ce que l'on dit tout, mais on sait tous que c'est la vérité, mais ensuite, le nombre une grande partie des projets change au fur et à mesure entre ce que l'on avait prévu au début et ce que l'on fait à la fin. Alors, s'il faut que je réduise le lean à une seule expression, c'est que c'est optimiser le flux. Vous avez tous avoir eu des jours où vous n'avez pas vu la journée passer et quand vous faites le retour sur ce que vous avez fait cette journée, il y a une énorme liste. Pourquoi? Parce qu'on était dans un flux de travail, parce qu'on n'était pas dérangé, parce qu'on n'a pas fait des choses qui étaient inutiles. On a été productif tout le temps. Alors, quand on regarde ce focus de projet, il y a un potentiel d'amélioration assez conséquent. J'ai mis trois indicateurs. Une augmentation de la productivité entre 21 et 28%, des coûts qui baissent entre 14 et 21% et des délais qui sont réduits entre 40% et la moitié. Les chiffres que je vous mentionne là sont surtout pour la partie conception et puis après pour la réalisation. Vous imaginez bien que les délais administratifs, donc entre le moment où vous déposez votre permis de construire et où le permis de construire est purgé, mais ce délai-là, on ne peut pas y faire grand-chose.
Et par contre, on peut s'assurer, en travaillant d'une autre manière, que le permis que l'on dépose, il est complet. On peut s'assurer que la période que l'on a, qui est une période fixe pour le permis, qu'elle est bien occupée, donc qu'elle est occupée d'une manière fluide et productive. Donc, les améliorations se font sur toutes les phases du projet. C'est ça le point. Et pour les projets, dans la construction ligne, il existe un système de gestion de réalisation de projet qui s'appelle le Last Planner System of Production Control. Je suis désolé, il y a pas mal de termes anglo-saxons dedans, il faudra m'en excuser. L'abréviation est LPS. De toute évidence, LPS-PC, c'était trop long, donc LPS. Antoine, oui. En fait, pour être dans l'horaire parce qu'une heure maximum au niveau du webinaire, si ça ne te dérange pas, parce qu'il y a pas mal d'informations et des questions qui sont déjà là, okay. Et pour que je puisse vraiment le gérer complètement, je te donne encore 7-8 minutes pour terminer, et après, après, il y aura les réponses aux questions, où tu pourras donner tous les messages. Ok, alors je vais accélérer. Je ne peux pas promettre que ce sera exactement 7 minutes, mais je vais accélérer. D'accord, aucun problème. Alors, la proposition est de faire du LPS qui est utilisable sur l'ensemble d'un projet ou sur ses différentes phases. Alors, quelles sont les conditions clés de succès pour des LPS? La première chose, c'est qu'on fait une planification à flux tiré. C'est différent de ce que l'on fait d'habitude. C'est-à-dire qu'on part d'un objectif qu'on veut atteindre et plutôt que de se dire quelles sont les actions que l'on veut mener pour atteindre cet objectif-là, on dit quelles sont les conditions, les prérequis pour atteindre cet objectif-là. Je vais vous donner un exemple tout simple. Un carreleur, il sait que pour que lui, il puisse mettre son carrelage, il sait que la chape doit être posée. Il ne sait pas ce qui va passer après. Donc, en réfléchissant de cette manière-là, on est capable de montrer la cohérence entre les différents métiers, soit de la construction, soit de la construction, d'une manière beaucoup plus pertinente et l'ensemble devient beaucoup plus cohérent. La deuxième chose, c'est la collaboration. Ça veut dire qu'une fois qu'on a perçu qu'il y a cette cohérence entre les différentes parties prenantes, il y a encore la manière dont on travaille ensemble. C'est un élément clé pour faire du LPS. Donc, ça veut dire concrètement que chaque partie prenante planifie. Tout le monde y participe. La deuxième chose, c'est que chacun participe à la résolution des problèmes des autres. Troisième, c'est qu'on partage le leadership. Ça veut dire qu'il n'y a pas de chef, il n'y a pas personne qui impose. Ce qui est imposé, c'est les jalons que l'on veut atteindre au fur et à mesure du projet. Et encore une fois, le potentiel s'écrit avec 2 chiffres. Alors, on va aller assez rapidement sur celui-là, vu le temps qui m'est imparti. Cette approche-là demande une autre approche de nos projets immobiliers. Aujourd'hui, quand on fait un projet immobilier et qu'on fait un planning Gantt, on peut dire que le carreleur sera le 25 mars 2024 en train de carreler dans l'appartement 216 au 4e étage. Vous savez tous que ce n'est pas ce qui va se passer. Donc, ce qu'il faut faire pour faire le planning, pour faire un planning réaliste, on va du global vers ce qui se passe dans une semaine. On commence avec une phase initiation où on explique tout à tout le monde. Ensuite, on regarde ce que veut le client et quels sont les jalons qu'il impose. On analyse le processus, donc on regarde quelles sont les relations entre les différents intervenants et quand est-ce qu'ils doivent intervenir, dans quel ordre. On traduit ça dans un plan des phases et jalons qui doit être faisable et pas ce que l'on impose. Et c'est traduit dans un aperçu de 6 semaines. Donc, pour les 6 semaines à venir, on sait chaque jour ce que l'on va faire.
Et chaque semaine, plutôt que d'avoir une réunion de chantier ou une réunion d'équipe traditionnelle, on fait une réunion qui aborde ce que l'on s'est promis sur la semaine à venir et les promesses qu'on a tenues dans la semaine derrière nous. Et donc, il n'y a pas de reproche par rapport aux autres parties prenantes. Il n'y a que des choses qui se réalisent ou qui ne se réalisent pas et donc qui doivent être corrigées ou pas. Pour donner une ordre d'idée, quand on fait un projet de construction habituel, on a des 100 tâches que l'on prévoit de faire la semaine prochaine, on en fait 54. Vous utilisez un systématique LPS, vous arrivez à 95 à peu près. Donc, d'où aussi le fait que l'on va 2 fois plus vite. Alors, 3 exemples. Ces 3 exemples de l'entreprise pour laquelle je travaille, parce que c'est là, bien évidemment, que je les ai trouvés. Le premier, c'est le projet à Bâle, en Suisse, un projet de 4 bâtiments. Roche, c'était les laboratoires pharmaceutiques. Donc, vous imaginez bien, des bureaux et des laboratoires ensemble, c'est complexe à cause de la technique du bâtiment. C'est un ensemble qui coûte à peu près 1,3 milliard d'euros et où on ne peut pas faire un planning si on fait du forcing par rapport aux sous-traitants. Et non seulement on ne peut pas faire forcer les sous-traitants, en plus ils vont partir, ce qui veut dire qu'à chaque fois on perd les entrepreneurs en cours de route. Donc voilà. Ce qu'on a fait là, vous voyez là des images de la construction et à la droite Séverine. On a mis en place une gestion collaborative pour la réalisation, qui est le LPS et qui est du TACT. Le TACT, c'est en fait un mini-projet dans le projet. S'il y a des éléments qui se répètent souvent, on peut utiliser la manière dont c'était fait avant, en apprendre les bonnes leçons et puis d'utiliser la même manière la fois d'après. C'est un projet hybride. On a commencé avec des post-it sur le mur et on a fini avec un format numérique. Et il y a certaines parties qui étaient en présentiel et certaines qui étaient à distance. Alors, les résultats, c'est que on est exactement dans le planning. Et pourquoi c'est important? C'est parce que c'est un outil de production pour Roche. Donc, la date de livraison est sacrée-saint. Par contre, là où il y a eu beaucoup de gains, c'est sur le nombre de travailleurs sur site qui est de 1200 plutôt que 1600. Quand on traduit ça dans des indicateurs, ça veut dire que le coût de main-d'œuvre a diminué avec un quart et la productivité a augmenté avec 33%. Alors, puisque j'ai un super bout de film, regardez-le sur YouTube, vous le retrouverez en tapant Refine. Mais on n'a pas de temps. Deuxième projet, c'est un projet d'usine et de bureaux pour Audi en Chine. C'est en Chine, donc c'est loin. C'est une autre culture, c'est une autre manière de travailler. Donc, ce que je vous ai dit avant, la construction ligne peut s'appliquer dans n'importe quelle culture, dans n'importe quelle circonstance. Un ensemble de 18 bâtiments de 600 000 m², bon, 3500 plans. On a la raison pour laquelle j'ai mis en avant ce projet-là, c'est parce que c'est la phase conception dans laquelle on est intervenu. Donc, de la première idée jusqu'au permis de construire, y compris l'avant-projet détaillé, ça a été fait en 17 semaines. Ça a demandé l'exécution de 5000 tâches et tout ça pendant la période de Covid. Alors, ça a été fait en 100% numérique, comme vous pouvez vous imaginer.
Ce qui est vraiment surprenant, c'est que chaque semaine, il y avait une réunion de travail qui durait 120 minutes, 2 heures. Et que dans ces 2 heures, les 500 actions hebdomadaires étaient passées en revue, ordonnancées, et on adaptait le planning pour la semaine d'après selon les expériences qu'on avait la semaine d'avant. Et c'était en plein Covid, donc 100% du projet a été fait en ligne. Aussi, je vous invite à regarder la vidéo sur YouTube. Troisième projet, j'ai mis un troisième projet qui est un partenariat public-privé. Vous savez tous comment c'est compliqué de travailler avec le public, si je puis le dire ainsi. On a un projet qui est un peu plus petit, c'est-à-dire qui fait que 15 000 mètres carrés. Vous voyez que c'est une structure béton et c'est un extérieur bois, et l'extérieur bois est est modulaire, préfabriqué. Donc là aussi, il n'y a pas de contrainte sur le genre de mode de construction que l'on veut, ni sur, donc sur la manière de construire. Ce projet-là, ce que nous, on a fait, c'est qu'on a mis en place une gestion collaborative avec du BIM. Donc, là aussi, je vous montre cet exemple-là pour dire que le BIM n'est pas antinomique à la construction ligne. Elle peut plutôt être une autre manière d'approche du projet. Elle peut apporter beaucoup au projet. Alors, l'ensemble a été conçu en 6 mois au lieu des 9 habituels. Et puisque la mayonnaise a pris, la partie construction ligne, ils ont fait ça d'une manière autonome. Finalement, c'est marqué BIM, Build as Model, ça veut dire que le BIM a été utilisé pour regarder les différents scénarios. Et en fait, le projet a été réellement construit, basé sur les échanges qu'il y avait entre les différentes parties prenantes pendant le projet. Alors, les 2 derniers. Après, je te laisse. Alors, cette fausse idée sur la construction ligne. J'ai mis ces slides dedans parce que vous allez rencontrer des collègues et tout le monde se fait des idées sur ce qu'est le ligne. Et là, vous pourrez dire, c'est parce que Antoine Boss, directeur associé du plus grand cabinet au monde, ni l'IFCL, l'Institut référence sur la construction ligne, on dit, c'est autrement. Et les 7 fausses idées, pour commencer, la ligne construction n'est pas juste la construction. Là, je vous ai montré avec les 2 exemples avant, ça inclut toutes les étapes du métier de l'immobilier. Excusez-moi. Deuxième idée, c'est que la ligne construction, c'est du Toyota. La ligne construction est ciblée sur des projets où tout bouge tout le temps et où toutes les équipes sont différentes. Donc, elle s'en est inspirée, mais les métiers sont complètement différents. Troisième point, c'est que c'est le planning avec les post-it. Alors, bien évidemment, il y a les plannings avec les post-it, mais il y a aussi des dizaines d'autres méthodes et d'outils. Ce qui compte, c'est que la culture de coopération, l'ambition d'avoir une équipe soudée, c'est ça qui fait qu'un projet ligne a du succès ou pas. Quatrième idée, c'est qu'il faut avoir des années d'expérience. On apprend tous les jours. Chaque jour, on apprend et on progresse. Quand nous, on fait un projet ligne, le premier et le deuxième réunion avec tous les participants, les gens ont besoin de s'y habituer et de comprendre et d'avoir un rappel des règles. En général, ça ne prend pas plus que 2 réunions avant que la sauce prenne et que ensuite, tout le monde y voit l'intérêt.
Alors, cinquième point, il faut connaître le concept et la terminologie. Si vous faites un projet avec de la construction ligne, faites-vous assister. Je dis ça aussi bien évidemment parce que je travaille dans une structure qui aide les entreprises à faire ça, mais vous voyez bien que vous n'allez pas monter dans un avion et le piloter en ayant lu le manuel. Alors, il suffit d'une formation. Formation, c'est bien, hein, rien contre les formations, mais il faut le faire pour le vivre. Parce que entre ce qui est la théorie et ce qui est la vraie vie, hein, vous savez mieux que moi, il y a quand même une grande différence. Et dernier point, c'est que les outils font le succès. Ça, je l'ai mis en dernier parce que j'entends ça assez régulièrement, ou c'est une idée que j'entends assez régulièrement, mais c'est faux. Les outils ne font pas le succès. C'est les femmes et les hommes qui font le projet, qui font le succès. Et les outils sont des outils. Ils aident à le faire, mais ce n'est pas le cœur de la construction ligne, c'est la collaboration entre ceux qui font le travail. OK. La dernière, résumé. La construction en ligne, c'est 3 P. C'est projet, philosophie et progrès. Sur le projet, je vous ai expliqué que la construction en ligne parle de projet. Et chaque projet est un prototype autant technique que social. Le potentiel réside dans la manière dont on organise ce projet. Ce n'est pas dans les détails. Les détails, certes, apportent des choses, mais c'est dans l'organisation du projet que vous allez faire le plus de gains. La deuxième, c'est que c'est une philosophie. Je vous ai dit au début de mon intervention que ce qui compte, c'est les, entre guillemets, clients. Donc, vous êtes des clients ou des prospects ou des intéressés dans ce que nous, on propose avec l'IFCL. Donc, on commence toujours avec ça. Et ce qui compte pour le client, c'est la valeur ajoutée. C'est pourquoi il est disposé à payer. Alors, c'est un peu difficile de définir exactement dans le détail pourquoi le client est prêt à payer. Par contre, on peut assez facilement dire ce qui ne rapporte rien. Quels sont les gaspillages? Quelles sont les choses inutiles que l'on fait? Quelles sont les choses que l'on peut faire mieux? Donc, dans la pratique, c'est plus simple de réduire la non-valeur ajoutée plutôt que de déterminer la valeur ajoutée. Troisième point, je l'ai rabâché 4 fois maintenant dans la présentation, c'est la collaboration. C'est ceux qui font, qui analysent et qui améliorent. Le dernier P, c'est le progrès, parce qu'on ne vit pas dans un monde noir et blanc, et pour bien le faire, il faut progresser. Donc, au début, ce ne sera pas idéal, mais ça va déjà apporter un grand plus. La deuxième chose, il faut être prêt à tout remettre en question. Si sur le terrain, on s'aperçoit qu'un objectif n'est pas atteignable, on gère ça, mais pas sur le terrain, mais on gère ça aussi avec l'objectif que l'on a. Et la dernière chose, c'est que ce ne sont que les résultats qui comptent. Et ce n'est pas ce qui est approuvé par une hiérarchie ou ce qui est imposé. C'est dans les faits que l'on voit que la construction en ligne a une valeur ajoutée ou pas. Bon, je vous remercie beaucoup pour votre attention. C'était la dernière. Laisse la dernière. Laisse la dernière. Ouais, OK. S'il te plaît, juste avant la dernière. Non, voilà. Merci beaucoup, Antoine. De rien. Tu restes avec nous. Hein. On a encore le dialogue et le débat. Je ne vais pas partir. Avec également M. Bourdier. Et puis, j'ai plusieurs questions. Vous ne pouvez pas savoir le nombre de questions. Et donc, uniquement pour faire un petit commentaire de ce qui vient d'être dit, par exemple, ne serait-ce que sur cette définition, les définitions qui sont données ici des personnes qui font des webinaires, c'est leur propre définition, c'est-à-dire on est dans le dialogue, c'est-à-dire au niveau des connaissances. On peut
on peut ne pas être d'accord avec cette définition qui a été donnée par Antoine, et c'est ça qui est intéressant dans notre Institut français de construction Lean et dans ces webinaires-là, c'est un centre de dialogue et d'échange. Et donc, le fait de respecter, d'être tolérant et d'échanger et d'améliorer ses connaissances et son savoir, c'est ça qui est très intéressant. Et puis, la vision de Lean, elle n'est pas la même suivant si on est une entreprise de construction, ou bien si on est un architecte, ou bien si on est en public par rapport à un consultant ou bien une prestation. Ces éléments-là sont très importants à garder en tête. Et nous, l'Institut, on voudrait vraiment être un centre de dialogue et de débat pour digérer, pour aller encore plus loin dans les échanges. Merci beaucoup, Antoine. Alors, Pour j'aimerais bien, ta... pour réagir sur ce que tu viens de juste dire, bien évidemment, tu as raison, et ça doit être un centre ouvert Ouais. pour les débats. Et ce que je présente est la vision refine sur la construction ligne. Il y en a d'autres, et loin de moi de juger de la pertinence des autres. Complètement, on est d'accord là-dessus. Oui, donc le seul truc, c'est que on a 300 projets derrière les dents. Ça veut pas, c'est pas en critiquant les autres, parce que je suis sûr que les autres font aussi des projets. Mais faut quand même, je pense que faut, quand vous êtes intéressé à la construction ligne, faire bien attention, et vous saurez que Tout à fait. les intervenants que vous aurez, c'est tous des gens expérimentés, et Oui. la discussion, bien évidemment, mais ce n'est pas… on ne présente pas des concepts théoriques, disons-le comme ça. Merci Antoine encore. Et donc, voilà. On va revenir au sujet du webinaire dès le départ, le lien avec la maîtrise d'ouvrage. Et on est très content d'avoir Stéphane Bordier pour nous donner quelques éclairages. Et je vais vous donner quelques questions qui sont nombreuses. Hein. Par exemple… Je les vois dans les questions-réponses, j'en vois déjà. Ah bah super, ah bah, si vous les voyez, c'est encore mieux. J'ai des questions aussi qui me viennent par WhatsApp en fait. Hein. D'accord. Donc il y a des gens qui… Et donc c'est tant mieux quelque part. Vous voulez réagir, Monsieur Bordier? Alors moi, il y a des questions qui sont arrivées. Alors il y en a plusieurs qui rebondissent sur le même sujet. Comment peut-on décider un maître d'ouvrage pour se lancer dans le Lean, dans le BIM, et ainsi de suite? Tout à fait. La réponse va être très violente. Il faut que le maître d'ouvrage gagne de l'argent. C'est aussi bête que ça. Alors, gagner de l'argent, il y a plusieurs manières de gagner de l'argent. La première, je vais rebondir sur ce que disait Antoine. Déjà, moi, mon métier en tant que directeur études ou directeur technique, je ne suis pas là pour gagner de l'argent. Moi, je suis là pour éviter d'en perdre. Donc, la non-valeur ajoutée. Donc, en évitant de perdre de l'argent, j'en fais forcément gagner puisque j'augmente ma marge. Donc, le Lean, il faut prouver que ça va apporter quelque chose. Si ça n'apporte rien, on va continuer avec nos anciennes méthodes. Comme exemple, on a eu une opération, Antoine, on était dans la même société à ce moment-là, je parle de l'opération de Boétie, où c'est un immeuble en réhabilitation, il était de 1860, et notre directeur général est arrivé, nous a demandé, vous allez le certifier, le labelliser. Sachant que certifier et labelliser ce type de bâtiment demande beaucoup d'études, beaucoup d'investigations, et comme d'habitude, les études et les investigations, c'est de l'argent. Donc la méthode qui a été mise en place, alors on n'a pas fait de Lean, en ce temps-là, ça n'existait pas, on n'était pas dans tous ces schémas-là, mais on a fait un bout de Lean quand même. C'est-à-dire que la méthode, elle a été assez simple de mon côté, c'est que je me suis entouré de gens qui avaient la compétence, donc on revient sur le social, et des gens qui avaient la technique. Et à partir de là, on a énormément échangé. C'est-à-dire qu'on a fait beaucoup de réunions sur site, il a fallu démolir des choses pour aller voir derrière, il a fallu inventer des projets, et tout ça s'est fait à travers de réunions très spécifiques où, je dirais, on a fait une méthode un peu anglo-saxonne. C'est-à-dire que la réunion a démarré à 14h, 15h, elle est terminée. On n'a pas fini les points, c'est pas grave, on les reporte dans une autre réunion. Donc, on a essayé de mettre de l'efficacité dans ce bâtiment-là. Et ce bâtiment, enfin dans ce projet, pardon, et ce bâtiment, dans sa labellisation, on a dépassé, donc c'était de l'effet énergie rénovation, on l'a dépassé les objectifs d'effet rénovation de 40%. Donc on a fait largement mieux que la labellisation, la certification. Donc ça, c'est le côté
qui pour moi est très important, le monde de la promotion. Alors moi, je viens aussi du bâtiment, parce qu'Antoine n'en a pas parlé, mais je viens aussi de l'entreprise générale. C'est un monde d'hommes et de femmes, ou d'hommes avec un grand H. Si la relation humaine n'existe pas, vous ne pouvez rien faire, vous n'avancez pas. Donc le lean, pour moi, c'est la même chose. Ça, j'ai essayé de répondre à plusieurs questions en même temps. Donc il faut essayer de prouver, et moi, c'est mon job aussi en interne, hein, j'ai le même problème que les externes, un promoteur, à prouver à ma direction générale que le lean apporte quelque chose, que le BIM apporte quelque chose. Je vais vous prendre un autre exemple. Le BBC, quand le BBC est arrivé, pareil, la direction générale a demandé à ce que l'on certifie nos bâtiments en BBC. On m'a demandé qu'est-ce que tu en penses? Et j'ai répondu à ce moment-là, j'en pense que ça ne sert à rien, dans le sens où nos bâtiments que l'on conçoit, nous, en ce moment, sont supérieurs au BBC qualitativement. On avait un vrai problème avec le logiciel du CSTB à ce moment-là, qui nous donnait des valeurs, on n'arrivait pas à rentrer les hypothèses, toutes les hypothèses, il prenait certaines choses, les calculs étaient faux, donc on était meilleur qu'eux. Par contre, ce que l'on en a ressorti, c'est surtout le fait que si un bâtiment n'était pas BBC dans cette période, vous ne pouviez pas le vendre. Donc, il fallait le faire BBC. Donc, on suivait cette logique. Voilà, donc c'est ces éléments-là qu'il faut amener un maître d'ouvrage. Ce n'est pas juste vous allez gagner du temps. C'est bien de gagner du temps, mais un maître d'ouvrage est persuadé de toute façon qu'un chantier sera en retard. Donc, il n'y a pas que ce facteur-là. Il y a aussi la maîtrise du temps à avoir. Ce n'est pas que gagner. Voilà, donc c'est de l'argumentation et de l'argumentaire. Personnellement, si je suis dans ce webinaire, c'est que je suis entièrement convaincu sur des systèmes lean, qui soient, j'ai vu aussi qu'on parlait système lean en études et système lean, conception, exécution. C'est la même chose, c'est de la philosophie. Il faut qu'on ait l'état d'esprit pour avancer. Et alors, il y avait cette question, alors là, je m'égare un peu dans le sujet, mais il y avait cette question-là, excusez-moi, je balaye un peu. Je voulais réagir. Ah oui, et il y avait la première où on parlait de l'automobile. Alors, l'automobile, ça fait 32 ans, 33 ans que je travaille. On a toujours voulu faire les bâtiments comme on construit des voitures. Si on prend la méthode Toyota pure et dure, comme disait Antoine, ça ne fonctionnera pas. J'en suis intimement convaincu. Prenez le même bâtiment au même endroit, le même terrain, les mêmes équipes, sauf qu'il y en a un, vous le démarrez au mois de juin, et l'autre, vous le démarrez au mois de décembre. Vous en avez un qui va se passer sur un terrain sec, donc vos terrassements vont très bien se passer, donc l'opération va être très bien. Vos sous-sols vont sortir très très bien. Vous le commencez au mois de décembre, vous êtes dans la boue, vous êtes sous la pluie, sous les intempéries. Il ne faut pas oublier, ce sont des hommes qui construisent. Donc lorsqu'ils sont sous la pluie, ils travaillent moins bien, il y a des dangers de chute. Donc il faut aussi prendre ça en compte. Donc, ce n'est pas aussi direct que, je dirais, dans une usine où vous êtes protégé, bâché. J'ai fait des chantiers bâchés pour protéger et gagner du temps. Donc là, on est en zone sèche. Donc, quand on est en zone sèche, on peut se permettre de se rapprocher du système Toyota. L'autre chose qu'il y a aussi, la différence pour moi qu'il y a entre l'automobile et le bâtiment et la promotion immobilière, c'est que chaque bâtiment est différent, chaque équipe est différente et chaque moment est différent, je veux dire temporellement. Donc, on réinvente toujours cette chose. C'est pour ça que ce métier me passionne. Hein. C'est parce qu'on est toujours en train de se reposer des questions. Et je rejoins encore Antoine. On est dans la remise en cause perpétuelle. Celui qui ne se remet pas en cause ne peut pas évoluer. Donc, il faut se remettre en cause. Alors, il ne faut pas tout jeter à chaque fois, hein. Mais il faut se poser les bonnes questions. J'avais ça et la dernière… Est-ce que tu peux… J'aimerais intervenir sur… alors, c'est quand tu dis à un maître d'ouvrage que pour sa résidence étudiante, plutôt que de planifier 12 mois, il peut le faire construire en 8. Vous imaginez bien que la promotion immobilière est une combinaison de montage financier et d'un projet technique. Tout à fait. Donc, rien que le fait que tu veux raccourcir les temps de construction et avoir une meilleure qualité, forcément, ça va toujours parler à un maître d'ouvrage. Et en effet, tu as entièrement raison. Si à la fin, il n'y a pas des gains, et des gains, la meilleure mesure que l'on a encore aujourd'hui, c'est la mesure financière. Si on ne gagne pas plus d'argent,
on perd la pertinence de la construction en ligne. Tout à fait. Ouais. Tu parles de ça, il y a quelqu'un qui vient de poser la question sur la gestion de la trésorerie en intégrant le lean. Ça rebondit sur ce que tu dis. On a une partie de mon métier, c'est aussi de faire de la prévision de dépenses, aussi bien sur la conception que sur les travaux. Donc, on estime nos dépenses, ce qui permet derrière de faire un plan de trésorerie pour pouvoir déjà pouvoir payer nos concepteurs et payer les entreprises, ce qui est déjà une bonne chose si on veut que l'opération avance. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, si on ne paye pas les gens, ils n'avancent pas. Mais aussi, ça permet de savoir pour un promoteur, alors pour ceux qui ne le savent pas, un promoteur ne paye pas sur fonds propres complètement l'opération. Il en met un peu et il est énormément sur un crédit. Donc, plus il arrive à gérer sa courbe de trésorerie et de dépenses, et tout ça est à peu près linéaire, moins il va aller mettre de fonds propres pour boucher les trous que le crédit ne permet pas de boucher. Imaginez que vous avez un pic d'activité sur une opération, je vais vous dire n'importe quoi comme chiffre pour que ça soit un peu parlant, vous aviez prévu une dépense d'1 million d'euros, la trésorerie elle est d'1 million d'euros, la recette est d'1 million d'euros pour des raisons diverses avec le crédit, ce que vous voulez, et puis en fin de compte, l'opération, il y a un miracle, elle avance énormément et vous avez fait 2 millions d'euros. Donc, il y a 2 millions d'euros à payer, mais il n'y a pas la somme qui est, en fin de compte, je vais simplifier, sur le compte bancaire du promoteur. Donc, le promoteur, à ce moment-là, va faire quoi? Va être obligé d'aller piocher dans sa trésorerie. S'il pioche dans sa trésorerie, ça veut dire que cette trésorerie ne sert pas à faire un autre projet. Voilà, donc tout ça, l'impact du lean, oui, il y a un impact. Le lean permet justement de sécuriser, je pense, le sujet. Mais il faut que tout le monde en soit convaincu. Une question, Alors, une question, parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, il nous reste 4 minutes. J'aimerais dire une petite chose là-dessus aussi. C'est que la question de la trésorerie, elle a aussi été abordée dans la construction préfabriquée, la construction modulaire. Et là, ce qui compte, c'est le projet dans sa totalité et le retour sur investissement qu'on a sur sa totalité sur un projet. Donc oui, ça demande un peu de travail, de réflexion sur comment le montage financier se fait, mais ce qui compte, encore une fois, c'est le retour sur investissement qu'on a à la fin. Tout à fait. J'ai une question qui m'est posée en fait, à travers WhatsApp, qui s'adresse à M. Bourdier. La personne vous salue parce que vous avez dit qu'on est là pour gagner de l'argent. Et donc, c'est transparent, c'est clair. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment lean, entre guillemets, parce qu'il y a plusieurs personnes qui interviennent et dans le background, dans leur mentalité, c'est de gagner de l'argent, mais ils ne le disent pas clairement avec d'autres messages, collaboration, des choses comme ça. Donc, ça a été apprécié que vous soyez cash comme ça. Et je vous remercie. Très, très bien. La question, elle vient après. La question, elle vous dit, dans une réunion, il y a toutes les parties prenantes qui sont là, il se trouve que tout le monde veut gagner de l'argent. Donc, les gens se réunissent pour gagner de l'argent. Et le seul sujet, c'est de gagner de l'argent. Et ça, ce n'est pas du tout lean, en fait. Hein. Donc, il y en a qui sont cash parce qu'ils le disent, il y en a qui ne le disent pas. Comment faire la question pour qu'on parle du projet, du sens du projet, et que tout le monde puisse gagner de l'argent sans que ça soit quelque chose omnibilant pour chaque personne ou chaque partie prenante? Alors là, vous touchez, je dirais, sur le sujet, j'ai je vais dire un tiers, voire la moitié de la responsabilité sur le sujet, en tant que directeur études ou directeur technique chez un promoteur. Pourquoi? Tout se joue au premier bilan. Et le premier bilan, il se fait en interne. Il n'y a personne avec nous. C'est-à-dire que c'est des développeurs qui vont trouver un terrain et ils vont faire un projet sur ce que j'appelle moi post-it, c'est mon expression à moi, c'est-à-dire sur un dessin, un schéma. On va estimer un capacitaire et moi, de l'autre côté, je vais estimer un coût en inventant quelque chose et je ne suis absolument pas sûr que c'est ça qu'on va construire. D'accord. C'est la base. À partir du moment où moi j'ai mis 4,5 millions, le coût travaux sera de 4,5 millions. Donc, à partir du moment où nous, on sait que c'est 4,5 millions, que de l'autre côté, les recettes et ainsi de suite, ça fait tant, la marge, elle sort. On connaît notre marge, on connaît le montant de nos dépenses, on connaît le montant de nos recettes, et nous, on gère ça. Donc, à partir du moment où notre
Parce qu'il ne faut pas imaginer, les personnes, le truc, imaginent que les promoteurs gagnent énormément d'argent. Oui, les montants sont importants, mais il faut voir les risques qui sont en face et il faut voir ce que demandent les banques, ainsi de suite, qui fournissent l'argent. Ils nous demandent certains seuils, donc des garanties, je vais le dire comme ça. Une fois que ces montants sont définis, je dirais, nous, en tant que promoteurs, l'opération est bouclée, on a fini. On sait que si on a tant de dépenses, tant de recettes, on gagne notre vie. Donc, à moi, derrière, en tant que patron de la technique, de rester dans le cadre de ces 4,5 millions. Tant que je reste dans le cadre des 4,5 millions, je vais vous prendre un exemple concret. On a fait une opération sur le Monnaie qui est à Saint-Denis, que Antoine connaît aussi. J'essaye de prendre des exemples qu'on a en commun. On a un sujet sur des transformateurs, on avait des transformateurs privés à faire, et Total, le sous-traitant de l'entreprise générale, a une idée, mais alors sublime, vraiment sublime, sur les 4 transformateurs, il arrive à en enlever 2. Enlevons les 2 transformateurs, l'électricien gagne de l'argent, l'entreprise générale gagne de l'argent, j'en gagne un peu parce que forcément, je vais demander un bout de moins-value, mais surtout, ce qu'il faut imaginer, c'est que les 2 surfaces de transformateurs qui doivent représenter comme ça, on va dire 20-25 mètres carrés, nous, on les vend à 10 000 € ou 12 000 € du mètre. Très bien. Donc, moi, je gagne de l'argent. Ouais. Donc, l'entreprise gagne de l'argent. Et c'est ça, il n'y a pas que le côté, c'est le côté vertueux de la chose. Alors, c'est pareil, on revient à ce que disait Antoine, c'est une question de philosophie. C'est-à-dire que si on est dans la philosophie, je m'appelle des termes très forts, d'escroquer les entreprises en tant que promoteur, ça ne marche pas le lean. Mais si on est dans un esprit constructif et de partage, alors pareil, on n'est pas des philanthropes non plus, hein, mais de partage, ça fonctionne. Moi, je l'ai fait sur le 22 000 mètres carrés de bureau que je viens de parler au lundi. J'ai fait un 44 000 mètres carrés comme ça de bureau. Ce qui s'est passé, sans aucun problème, sans accroc, tout le monde a gagné sa vie et on a partagé. Très, très bien. Voilà. Merci beaucoup. Il nous reste 1 minute parce qu'on a dépassé le temps. Et je voudrais qu'on soit lean et dans le timing, etc. Voilà, on a 1 minute pour dire, mais 1 minute à tout le monde, à moi compris, pour qu'on dise au revoir à tout le monde et dernier message. Et je commence par Antoine, ensuite par Stéphane et je terminerai. À toi, Antoine. Ok, et merci beaucoup pour cette occasion. Super, c'était un plaisir de présenter et j'espère que l'on a quand même montré que la construction lean, c'est une philosophie et que cette philosophie peut être très, très utile pour tous les maîtres d'ouvrage. Merci Antoine. À vous, Stéphane. Et moi, un message à dire. Ouais, ce que je souhaite, c'est avec… alors moi, le message est un peu plus large que le lean. Ce que je souhaite, c'est qu'on travaille d'une manière plus collaborative, plus claire, plus transparente. Ça ne veut pas dire qu'elle ne sera pas contractuelle. Moi, je suis très contractuel comme garçon. Le marché, c'est le marché. Le contrat est le marché. Mais en travaillant sur ces bases-là, on a des bases saines qui permettent le dialogue. Et donc, le lean en fait partie. Voilà. Donc, je souhaite que les gens me parlent avec sincérité, comme je le fais là sur le web. Complètement. Je partage, et nous sommes plusieurs à partager votre message et votre esprit. Et merci pour ce dialogue et ce débat et ce témoignage. Et merci à Antoine qui a été l'intermédiaire. Et merci infiniment et au prochain webinaire. Et vous êtes tous les bienvenus, la bienvenue également pour nous rejoindre à l'association de l'Institut français Construction Lean. C'est de l'amélioration continue, c'est le dialogue, c'est le débat, c'est un web. Et encore merci. Et très, très bon week-end à tout le monde. Merci. Merci à vous. Avec plaisir. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.